Bonjour Laurent. Bon... Vous nous entendez? On ne vous entend pas. Bon. Bon, allez, on va commencer peut-être en attendant que la connexion s'établisse avec Laurent qui est bloqué à Paris. Donc, je rappelle le titre de notre conférence, Travail, économie, entreprise, rien n'est perdu. C'est donc autour de ce thème que je vous ai réunis, Dominique et Laurent. Ce titre, je l'avais formulé en juin. Nous sortions alors de l'épreuve du confinement, un confinement auquel les Français s'étaient conformés avec discipline. Une réclusion qui s'était révélée presque joyeuse pour les mieux armés d'entre eux, ceux qui disposent d'un lieu de vie confortable, qui entretiennent une intimité familiale heureuse, qui ont un accès aisé aux moyens de s'évader intellectuellement ou culturellement, qui sont protégés dans leur statut professionnel, qui ont su suspendre à bon escient un temps trépidant. Et puis il y a les autres, tous les autres, ceux qui étaient sur le front du travail, qui étaient plongés dans la solitude ou frappés par la maladie, qui étaient cloîtrés dans une exiguïté matérielle ou affective étouffante, voire insupportable, qui anticipaient déjà la précarisation de leur situation personnelle et professionnelle, eh bien, eux subissaient l'épreuve de bien d'autres manières. Reste qu'au sortir du confinement, l'horizon alors était appelé à s'éclaircir pour tous, au moins sur le plan sanitaire, mais aussi économique et social, à la faveur des dispositifs musclés et salutaires déployés par l'État. 3 mois plus tard, le contexte et la donne ont bien changé, comme d'ailleurs nous l'a expliqué tout à l'heure Jean-François Delfrécy. L'horizon à très court terme lié à la gestion quotidienne de la crise sanitaire demeure illisible et même funeste, et les perspectives, les hypothèses à moyen et long terme apparaissent même éruptives. Chaos économique et chaos social inévitable préfigurent la possibilité, non pas la certitude, mais la possibilité d'un chaos politique et d'un chaos sociétal. Démocratie, travail, emploi, économie de marché, capitalisme, relations humaines, relations sociales, gouvernance, à peu près tout ce qui compose une civilisation est mis en question et même en délibéré. Et je n'oublie bien sûr pas ce qui conditionne la préservation et l'avenir de notre existence même, comme nous l'avons évoqué aussi avec Aurélien Barraud, l'écologie, cette écologie qui nous oblige de repenser radicalement notre rapport, aujourd'hui prédateur, aux ressources naturelles et aux espèces vivantes, notre rapport ivre à la consommation, notre rapport duplice à chaque autre, dévoyé par la culture de la conquête, de l'enrichissement, de l'accumulation, de l'asservissement. La tragédie planétaire, à la fois économique, sociale et avant tout humaine, pourrait être annonciatrice d'une transformation et même d'un Big Bang civilisationnel. Pour le pire, mais pas forcément. C'est le combat auquel nous sommes tous collectivement convoqués, et ce sont quelques volets de ce combat que nous allons désormais explorer. Dominique Méda, vous êtes sociologue et philosophe, enseignant-chercheur à l'Université Paris-Dauphine, où vous dirigez le laboratoire IRISO. Vous êtes également à la tête de la chaire Reconversion écologique, travail, emploi, politique sociale, chapeautée par le Collège d'études mondiales et la Fondation Maison des sciences de l'homme. Et vous copubliez au Seuil le manifeste Travail, démocratisé, démarchandisé, dépollué. Je crois qu'on ne peut pas faire plus en phase avec notre débat. Depuis Paris, vous nous entendez, Laurent ? Oui, je vous entends. Super. Donc, depuis Paris, le secrétaire général de la CFDT, premier syndicat de France depuis 2018, Laurent Berger, lequel, par ses engagements agrégeant le social, l'économique et le sociétal, via par exemple le pacte de pouvoir de vivre qu'il a co-initié avec Nicolas Hulot, produit une analyse et une vision qui dépasse le champ traditionnel du syndicalisme. Laurent, vous publiez Sortir de la crise chez Calman Levy, et nous avions produit ensemble chez l'Aube en 2018 Au boulot, et en 2020 toujours chez l'Aube, un très bel hommage à Jean Ferrat. Alors, travail, économie, entreprise, si tout, bien sûr, n'est pas perdu, beaucoup, néanmoins, l'est-il d'ores et déjà, Dominique ? Il y a beaucoup de... D'abord, je veux dire bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Denis, bonjour Laurent. Je suis très heureuse Bonjour Dominique.
d'être là et d'avoir cette discussion. Est-ce que tout est perdu? Non, bien sûr, tout n'est pas perdu, heureusement. Mais je pense que pour que tout ne soit pas perdu, il faut vraiment qu'on fasse un gigantesque effort aujourd'hui, tout de suite, un effort d'arrachement à notre condition actuelle, à nos routines actuelles. Alors, on a déjà eu un début d'arrachement avec le confinement et puis tout ce qui nous tombe sur la tête. Et donc là, je pense qu'il faudrait qu'on organise on utilise souvent ce terme, une bifurcation radicale, raisonnée immédiatement, qui pourrait nous permettre de sauvegarder à la fois le court terme, là, de ne pas tomber dans l'espèce de trou dont Denis Lafay nous parle, une sorte de destruction de nos institutions avec un manque de confiance, mais aussi un raisonnement à long terme. Et c'est pour ça que j'emploie deux termes volontiers, qui sont ce terme de bifurcation. Souvent, vous avez dû entendre mes collègues vous parler du Titanic. Là, on est en train d'aller vers un gros iceberg. D'ailleurs, il y en a de moins en moins, mais bon. Donc, il faut qu'on bifurque. Et moi, j'aime bien dire aussi qu'il faut qu'on s'engage, mais complètement à corps perdu dans la reconversion écologique, parce que c'est ça qui peut nous sauver à court terme et à long terme. Alors justement, c'est un excellent résumé finalement du fil que nous allons dénouer ensemble pendant une heure. Laurent, on a perdu, elle est là. Laurent, votre examen de la situation de notre société aujourd'hui, justement à l'épreuve de la pandémie. Non, moi, je suis pas dans le camp des défaitistes. D'ailleurs, le sous-titre du livre que je viens de sortir, que vous avez cité, est Agir vite, penser loin. Moi, je crois qu'il y a à la fois une urgence à répondre aux enjeux de la période, et en même temps à se projeter pour construire un modèle de développement qui soit beaucoup plus économe écologiquement, beaucoup plus juste socialement. Moi, je crois qu'il faut se le dire, la société, elle a tenu durant cette période, je sais passer à partir des jours prochains, parce qu'on sait que vous avez la situation sanitaire s'aggrave, et pourquoi? Elle a tenu parce qu'il y a des services publics organisés. La santé, mais pas que. Elle a tenu parce qu'il y a des amortisseurs sociaux qui ont tourné à plein régime, et on les a fait bouger lorsque c'était nécessaire. Elle a tenu parce qu'il y a un dévouement de professionnels dans tout un tas de secteurs qui sont sous-évalués souvent en termes de reconnaissance, mais qui ont eu une forte valeur ajoutée sociale. Et puis elle a tenu, cette société, parce qu'il y a eu des solidarités spontanées. Et donc moi, je crois que soit on la regarde comme un moment où finalement on a subi des difficultés et elle nous enseigne pas cette période, soit on s'en sert pour qu'elle nous enseigne ce vers quoi on devrait aller demain, à travers ces piliers que je viens d'évoquer assez rapidement, qui sont des piliers à mettre en valeur et à renforcer. Et vous savez, on est à ce moment de l'histoire où soit on opère un point de bascule parce que finalement cette pandémie, elle nous interroge sur notre devenir, elle nous interroge sur notre économie, elle nous interroge sur notre façon d'être ensemble. Et là, il y a deux choix. Soit ça ne change rien, soit ça change. Et moi, j'ai discuté pas longtemps rien qui disait, dans l'histoire, même si l'histoire ne se répète jamais, mais elle nous enseigne, dans l'histoire, ces grands moments de sidération, ils ont soit produit des changements profonds, soit ils ont rien changé. Et moi, je crois qu'on peut changer les choses et qu'il faut pour ça, comme le dit Dominique, des choix radicaux, mais des choix radicaux qui soient concertés et dialogués. Vous évoquez la bifurcation, l'inflexion, la rupture aussi. Dans quel domaine faut-il en particulier engager cette rupture et surtout avec quels moyens, avec quels supports, avec quelles armes finalement pouvons-nous engager ces ruptures, sachant que la question qui se pose au préalable est de savoir si le cadre dans lequel nous évoluons, notamment le cadre de notre démocratie, la santé de notre démocratie, nous autorise à engager ce type de rupture. Alors, je pense qu'il faut une rupture massive dans de nombreux domaines. Quand je parle de reconversion écologique, je veux dire qu'il faut d'abord une conversion des esprits. Nous vivons depuis plusieurs siècles dans une sorte de cadre cognitif où les représentations nous viennent en quelque sorte de notre modernité. Je pense à deux grands philosophes, Descartes, Bacon. Bacon qui nous dit qu'il faut
extorquer les secrets de la nature, hein, aller fouiller dedans pour nous rendre, nous dit Descartes, comme maître et possesseur de la nature. Donc on vit dans cette représentation où on a un humain quand même tout puissant, qui est intelligent, et qui va mettre la nature en coupe réglée pour mettre le monde à son service, en quelque sorte. Hein. Et là-dessus, c'est greffé, quand je parle de cadre cognitif, on a inventé des tas de dispositifs. Je pense à un dispositif complètement puissant et dans lequel on est complètement embrigadé, qui est la comptabilité nationale. Alors vous allez me dire, mais pourquoi elle vient nous parler de la comptabilité nationale? La comptabilité nationale, c'est ce qui nous permet de calculer le PIB, le produit intérieur brut. Et vous savez que quand on parle de croissance, on parle du taux de croissance du produit intérieur brut. Donc ce dans quoi nous vivons, c'est la double injonction, depuis plusieurs siècles, à mettre la nature en coupe réglée pour fabriquer de la valeur ajoutée par les humains. C'est ça le PIB. Et ce faisant, on ne regarde absolument pas ce que deviennent nos patrimoines critiques, notre patrimoine naturel, notre cohésion sociale, qui sont en train peu à peu d'être détruits. On a les yeux fixés sur le PIB et on ne regarde pas ce que deviennent ces patrimoines qui nous permettent de vivre. Donc pour moi, la première grande rupture, c'est celle-là. Trions dans ce que nous a légué la modernité, changeons radicalement de paradigme et passons d'un paradigme de l'exploitation et de la conquête, c'est Aldo Léopold qui disait ça dans Almanach d'un comté des sables, à un paradigme du prendre soin. Nous, les humains, nous sommes encastrés dans la nature. On n'est pas placés en face d'elle, on est encastrés dans la nature et ça nous demande une révision de toutes nos valeurs, tous nos cadres, tous nos dispositifs. Laurent, à votre niveau, en tant que responsable d'un syndicat, premier syndicat de France, je l'évoquais tout à l'heure, comment peut-on peser sur ces réflexions, sur cette remise en cause, par exemple, du dogme de la croissance, tel qu'aujourd'hui, justement, il se déploie. Sachant qu'on ne parle pas de décroissance aujourd'hui, l'enjeu, c'est de savoir dans quel domaine nous devons investir pour faire croître et dans quel domaine nous devons renoncer à faire croître. Moi, je crois que aucun des défis auxquels nous sommes confrontés ne doit occulter ce qui est pour moi fondamental, c'est que cela se fasse à hauteur de femmes et d'hommes. Ce que je veux dire par là, c'est que nous devons absolument imaginer les ruptures, les changements à opérer avec la façon dont ils sont vécus, dont ils sont anticipés ou non, dont ils sont angoissés ou non. Et donc, je souscris totalement à l'idée que le premier élément qui me paraît fondamental, c'est qu'ensemble, nous soyons capables de fixer ce que doivent être les indicateurs du progrès. Et je dis ensemble parce que je crois qu'avec Dominique, on partage cette ambition-là. Mais moi, j'attends pas que ça se fasse par quelques-uns qui seraient plus compétents que les autres pour le faire. Je crois qu'il faut que nous redéfinissions ce que sont nos indicateurs de progrès, c'est-à-dire des indicateurs en termes de performance économique. Un syndicaliste ne sera jamais indifférent au fait que un secteur d'activité, une entreprise puisse se développer. Des indicateurs en termes d'inégalité. Moi, j'avais dit à la rentrée 2018, à septembre 2018, j'avais dit que nous avions deux bombes à retardement, le réchauffement climatique et la progression des inégalités. Nous y sommes largement. La question de la biodiversité, la question de l'éducation, de la santé. Bref, il faut se redéfinir un horizon commun, ce qui ferait sens collectivement pour faire les changements que nous avons besoin d'opérer. Et ces changements, il faut à tout prix les discuter, les confronter pour que chacun puisse comprendre qu'il y a une place pour lui dans ces évolutions-là. Parce que, vous savez, on parle beaucoup de la période comme étant une période compliquée, économiquement, évidemment, socialement, en termes de santé, mais moi, je suis aussi un peu inquiet sur la question démocratique. Et si on veut remettre un peu les choses dans le bon ordre, c'est-à-dire d'aller vers un modèle social qui intègre les plus fragiles, les plus précaires, ce qu'il a du mal à faire encore aujourd'hui, vers une société beaucoup plus économe écologiquement, j'ai déjà dit, qui enclenche radicalement sa transition écologique, il faut mettre sur la table les choix opérés. Et il faut les mettre sur la table de point de vue démocratique, c'est-à-dire dans le cadre du dialogue social. Ce que je défends dans les entreprises, c'est-à-dire que dans une entreprise qui a besoin de faire évoluer son modèle productif, le meilleur moyen de le faire, c'est à un moment donné de se dire quels sont les enjeux économiques, et ils sont pas
à nier. Quels sont les enjeux écologiques et comment on fait en sorte de passer le cap, d'évoluer, de faire cette transition en maintenant des emplois, un travail de qualité, des compétences, une protection sociale. C'est ça, c'est pas. Et donc moi, j'en appelle pas à un changement. J'en appelle à un changement radical sur un certain nombre de sujets, mais j'en appelle pas à la radicalité pour le faire. J'en appelle à choisir le chemin de la confrontation des idées et du dialogue social. C'est fondamental parce que on va être à ce point de bascule. Pour mettre en relief, Laurent, ce que vous dites, on pourrait prendre un exemple qui est la Convention citoyenne pour le climat. Elle a nourri beaucoup d'espoir. Aujourd'hui, on commence de s'apercevoir qu'à cet espoir répondent quelques désillusions. On se demande si effectivement on va vraiment mettre en œuvre, l'État, les pouvoirs publics vont vraiment mettre en œuvre les engagements qui résultent de ce qu'était justement cette manière de faire réfléchir collectivement pour penser demain autrement. Quelle est votre opinion sur... Vous aussi, vous partagez ce dépit qu'on sent justement germer, sédimenter de plus en plus ? Oui, moi, vous savez, mon dépit à moi, il est que notre pays fonctionne, et notamment ceux qui le dirigent, fonctionnent trop souvent par séquence. Et ce dont on n'a pas besoin aujourd'hui, c'est de réfléchir par séquence. On a besoin de réfléchir le temps, l'urgence et le temps moyen et long dans une forme de cohérence. Sur cette convention citoyenne pour le climat, il y a deux éléments. D'abord, on a besoin de remettre de l'expression citoyenne, de la décision citoyenne sur un certain nombre de sujets, de faire participer les citoyens aux choix qui les concernent. Et une des manières, c'est d'organiser ce type de conférence. Mais dès le départ, on dit ce que vous allez décider ou proposer, ce sera intégré. Soit il faut qu'on le fasse, ça c'est pas sans poser de questions sur la question démocratique, hein, parce qu'il y a aussi entre l'expression citoyenne et la décision politique, il y a ce qu'on appelle les acteurs sociaux. Mais s'il y a un engagement, il faut qu'on le tienne. Et ça, c'est le premier élément qui était gênant, je vous le dis, même si je crois que c'est vraiment une bonne option, ce type de convention pour l'avenir. Mais il faut qu'on cadre quelle est sa place dans la démocratie politique et la démocratie sociale. Puis le deuxième élément, c'est sur un certain nombre de propositions qui sont faites, revenir dessus alors qu'il y a une parole publique en disant on va appliquer ces choix, ça pose problème. Alors pourquoi on revient dessus ? Parce qu'il ne serait pas assez expertisé. Dans ce cas, il fallait le faire en amont et ne pas faire de promesses. Parce que, je crois plus profondément, on ne veut pas s'inscrire radicalement dans la transition écologique et qu'on a un problème aujourd'hui avec ça parce que on n'a pas exploré tout ce que ça avait comme conséquence et qu'il fallait traiter. Je vous prends un exemple sur le transport aérien. Vous savez qu'on est très implanté dans les entreprises de l'aérien, de l'aéronautique, etc. Je ne vous dirai pas ce soir qu'on peut appliquer tout et n'importe quoi sur le secteur aérien ou le secteur aéronautique et qu'on s'en fout des conséquences qui seront pour celles qu'il y aura pour les travailleurs. Mais en même temps, si on s'inscrit dans le temps long, on prend en compte l'idée qu'il va falloir faire modifier les comportements vis-à-vis de l'aérien et qu'il va falloir infléchir la ligne industrielle, la logique industrielle du secteur aéronautique pour aller vers un transport aérien beaucoup plus propre. Eh bien ça s'anticipe largement, ça mérite de l'investissement et pas simplement quelques effets de tribune. Et donc voilà, et je vous le dis, en représentant ces salariés de l'aérien et de l'aéronautique, on peut pas leur dire, bah écoutez, l'aérien c'est has-been, les avions c'est has-been et on va faire autrement. Ça veut dire qu'il faut qu'on les accompagne, qu'on accompagne le secteur, parce qu'il y aura toujours des transports aériens. Il faut qu'on l'accompagne vers un comportement beaucoup plus sobre, beaucoup moins d'émissions de CO2, mais il faut aussi qu'on accompagne les salariés qui sont concernés par ces mutations. Et je vous le dis avec un exemple très clair, la fermeture des lignes aériennes à moins de 2h30 de Paris pour Air France, c'est pas forcément un mauvais choix écologique, mais ça s'accompagne socialement. Et ça, on a du mal à le faire. Alors, on va y revenir parce que l'articulation de l'enjeu écologique et de l'enjeu social est absolument capitale. Un mot, Dominique, sur la Convention citoyenne pour le climat. Est-ce que c'est un acte manqué ? Et en fait, pourquoi je vous pose la question ? Parce que tout à l'heure, avec Jean-François Delfraissy, on évoquait le fait qu'on arrive, même dans le domaine de la gestion de la pandémie, nous ne sommes pas arrivés à associer la société civile à la réflexion et à la définition des décisions à mettre en œuvre. Est-ce que ça veut dire que la démocratie
continue et qu'on est absolument incapable justement de la mettre en œuvre et de la déployer? Je voudrais justement rebondir sur ce que disait Laurent Berger au tout début quand il a parlé du fait qu'on ne pouvait pas laisser à des commissions, à des savants, à quelques savants, le fait de décider par exemple des indicateurs. Et ça m'a rappelé cette époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, la commission Sen-Stiglitz-Fitoussi, en 2008, Nicolas Sarkozy, la première chose qu'il fait dans sa première conférence de presse, il décide qu'il va mettre en place une commission sur la mesure des performances économiques et du progrès social. Alors tout le monde écarquille les yeux, et donc il met une commission avec plein de Nobel, énormément d'économistes, pratiquement que des hommes, je crois qu'il y avait deux femmes, et donc on demande à cette commission d'inventer, de déclarer quelque chose sur le produit intérieur brut, sur cet indicateur, sur les mesures classiques, quoi, et peut-être d'inventer autre chose. Et alors, nous, avec des collègues qui avions travaillé sur ce sujet depuis pas mal de temps, on était un peu sidérés, et nous, on était convaincus qu'il fallait, pour décider de ce qui compte et comment mesurer ce qui compte, qu'il fallait absolument impliquer les citoyens. Donc, il fallait engager de vastes délibérations. Donc, on s'est battu, c'était un petit peu David et Goliath, parce que nous, on était petits et on ramait contre cette très grande commission. La commission n'a sorti qu'assez peu de choses révolutionnaires. Et nous, on a fait dans différentes régions des débats avec les citoyens parce qu'on pensait que les citoyens étaient les mieux à même de dire ce qui était important et ce qui comptait. Bon, on n'est pas sorti de ça. C'est-à-dire que 12 ans après, on est toujours à se demander comment on va sortir de nouveaux indicateurs. Mais il est évident que consulter les citoyens et même construire avec eux, c'est absolument déterminant. Et d'ailleurs, ces premières consultations qu'on avait faites, elles montraient en très très gros, c'était pas hyper innovant, on se rejoignait nos propres réflexions un peu d'experts et les citoyens pour dire qu'en gros, il aurait fallu un gros indicateur qui nous dise des choses sur notre situation écologique, par exemple l'empreinte carbone. Vous avez vu dans le dernier rapport du Haut Conseil pour le climat, l'empreinte carbone est vraiment très très importante et c'est elle qui nous permet de mesurer un peu l'état de santé de notre planète. Et puis d'un autre côté, une collègue, Florence Janicatrice, avait calculé l'indice de santé sociale, c'est-à-dire le degré d'inégalité de notre société. Et voilà, il me semble que là, on a deux indicateurs qui sont compréhensibles par tout le monde, qui auraient été spontanément choisis par les citoyens et qui nous auraient permis d'avancer. Quant à la Convention citoyenne sur le climat, j'étais observatrice à cette convention. J'ai trouvé que c'était un moment vraiment extraordinaire parce que j'ai bien vu la diversité des gens au départ, extrêmement divers, avec des positions radicalement différentes. Et puis, au fur et à mesure, on avait le droit d'assister, on était une trentaine de chercheurs, on avait le droit d'assister à leur délibération et on a vu ce travail s'accomplir, alors à la fois d'échanges avec les experts, mais aussi de discussions entre eux, de disputes parfois, pour aboutir à quelque chose qui est quand même extraordinairement intelligent. Donc voilà, oui à la démocratie citoyenne et à la consultation, la co-construction avec les citoyens. Tout à l'heure, on parlait de rupture parce que c'est un mot qui est fort aussi très présent dans votre vocabulaire. Mais finalement, il y a des bonnes nouvelles parfois qui nous démontrent que écologie et économie marchande et même économie de la bourse peuvent fonctionner de pair. Je prends l'exemple du Danemark, l'un des pays bourse locale, record sur record, dopé par le secteur de l'énergie renouvelable et par celui de la santé. Alors, a priori, c'est une très bonne nouvelle. Est-ce qu'à vos yeux, c'est plutôt une fausse bonne nouvelle dès lors qu'elle nous détourne de l'enjeu de rupture auquel vous aspirez? Non, moi je trouve que si certaines institutions ou certains investisseurs trouvent de l'intérêt et pensent que c'est rentable d'investir dans la reconversion écologique de nos sociétés, mais alors formidable, quoi. Il faut foncer. Mais il faut foncer. Alors que le plus souvent, vous savez, il y a un consensus scientifique, je crois, pour dire, et il existait avant la crise de la Covid, pour dire qu'il faudrait mettre, pour rebâtir complètement nos économies, à peu près un investissement public supplémentaire de 20 milliards d'euros par an pendant 20 ans. Pour opérer cette reconversion. Et évidemment, ce qu'on se dit, c'est que oui, ça va être de l'argent public, parce que pour l'instant, les investisseurs privés, ils n'ont pas très envie, parce qu'ils ne voient pas très bien où est la rentabilité. Donc, si certains y trouvent de la rentabilité, tant mieux. Laurent, tout à l'heure, vous évoquiez votre inquiétude sur l'état de la démocratie, sur la santé de la démocratie, voilà, et sur l'appui qu'elle peut constituer justement pour accomplir cette transformation. J'aimerais m'appuyer sur l'étude sur les fractures françaises qu'a publiée il y a quelques semaines la Fondation Jean Jaurès, l'Institut Montaigne, Le Monde et le CEVIPOF.
Cette étude fait état d'une adhésion aux valeurs autoritaires en être bon. 82% des testés expriment leur besoin, je cite, d'un vrai chef en France pour remettre de l'ordre. En parallèle, et la progression est très inquiétante, 55% de la population souhaite le rétablissement de la peine de mort. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est le décor promis à se durcir plus encore dans lequel va se dérouler la présidentielle de 2022. On le sait, on le voit bien, le climat est déjà électrique, il devrait être de plus en plus électrique au fil des mois. Et des dirigeants d'instituts de sondage me le confirment en aparté. Aujourd'hui, certaines projections placent même Marine Le Pen vainqueur au second tour si demain il y avait une élection. Alors Laurent, vous êtes, je pense, le seul leader syndical à s'être ouvertement opposé à la doctrine du Rassemblement national. À la tête de la CFDT, vous avez une responsabilité politique et cette responsabilité ne peut pas être imperméable justement à ce contexte électoral. Est-ce que la ligne de crête est ténue? C'est-à-dire que l'ensemble des actions que vous menez, pour les mener, est-ce que vous prenez conscience des conséquences qu'elles peuvent avoir sur un plan électoral? Je vais y répondre, mais d'abord, je vais répondre à la question à laquelle Dominique a répondu pour dire que je suis d'accord avec elle. Je pense qu'il faut davantage d'investissement, mais également privé, dans la transition écologique et aussi dans le social. Et ce qu'on manque finalement, c'est que la finance n'est pas assez sociale et qu'il faut développer tout un tas d'indicateurs pour que de plus en plus d'investisseurs comprennent que c'est dans cette transition juste qu'il faut investir. Et donc, oui, ce qui se passe au Danemark est une bonne nouvelle. Le Danemark, c'est un tout petit pays avec un modèle social très particulier que je connais très bien comme président de la CES. Mais en même temps, j'insiste là-dessus, on a besoin d'investissement. On a besoin d'une économie qui investisse durablement dans la lutte contre les inégalités et dans l'écologie. Sur la question démocratique, bien sûr que la période, elle se prête à toutes les outrances et à toutes les facilités. Et donc, moi, je suis évidemment très intéressé de l'avenir démocratique, non pas pour un point de vue partisan, mais tout simplement pour éviter que les fausses bonnes solutions et les régimes autoritaires prennent le pas dans notre pays et sur notre continent, parce que je sens aussi cette responsabilité au niveau européen. Pour ça, il y a quelques conditions préalables. La première, c'est, encore une fois, qu'on soit capable de fixer l'horizon et que les gens qui entendent contredire l'intention des régimes autoritaires soient capables de fixer une horizon et un progrès humain, un progrès écologique. Et pour ça, la question des indicateurs, de ce qu'on veut faire est extrêmement importante. Le deuxième élément, c'est d'intégrer la complexité. Quelle est la particularité des populismes? C'est que pour eux, tout est facile. Eh bien non. Le débat économique, comme le débat social, comme le débat sociétal, intègre un certain nombre de complexités qu'il faut reconnaître. Et il faut reconnaître au sein des sociétés des intérêts divergents qui la traversent. Et c'est absolument nécessaire. Et quelle est la particularité d'une démocratie? C'est de se faire confronter ces intérêts divergents dans un cadre démocratique pour faire émerger soit une position majoritaire à travers le vote, soit un compromis à travers le contrat social est capable de se faire. Et moi, je crois que responsable aujourd'hui, qu'il soit politique, économique, syndical, politique, doit intégrer cette complexité. Et il doit par ailleurs intégrer l'exercice de la nuance, l'exercice de la civilité. Parce que ce dont on souffre aujourd'hui, c'est que comme on ne travaille plus sur le fond insuffisamment, on ne fait pas assez appel aux travaux des intellectuels, mais aussi à l'expertise citoyenne qui peut exister, eh bien, on est dans la caricature. Et oui, il y a un risque énorme que, ne voyant pas d'issue, n'ayant pas d'horizon de progrès, ne parlant pas assez des inégalités et de tous ces invisibles qui, malheureusement, se sentent relégués aujourd'hui dans notre système politique comme économique, eh bien, on est des tentations autoritaires. Et ça, il implique que tout le monde se sente une part de responsabilité pour l'éviter. Et la part de responsabilité, encore une fois, n'est pas la facilité dans laquelle, malheureusement, trop souvent, les acteurs tombent. C'est de reconnaître qu'on a besoin d'une économie qui fonctionne, que cette économie, ça peut pas être l'enrichissement de quelques-uns sur le dos d'autres, de l'égalité, qu'on a besoin de solidarité et que dans une société, c'est normal qu'il y ait des personnes malheureusement plus fragiles qu'on a besoin d'aider particulièrement, qu'il faut de la délibération
Et enfin, qu'il faut intégrer l'enjeu principal du 21e siècle, qui est la question écologique. C'est pas si dur que ça, mais pour ça, il faut un peu travailler, il faut accepter de se confronter. Et moi, je suis inquiet, je vous le dis. On a beau vivre, comme le dit cette journée, une époque formidable, on vit aussi une époque dangereuse. Et donc, il faut pouvoir, je crois, y faire face, et pas en sortant des slogans, en sortant des idées, des propositions concrètes, atteignables, mesurables. Il faut s'engager sur ce chemin-là et s'y tenir. Dominique, justement, les transformations auxquelles vous aspirez, les ruptures dont vous nous parlez, êtes-vous consciente qu'elles peuvent s'accompagner d'une déstabilisation sociale et donc d'une déstabilisation de la démocratie qui pourrait donner lieu au tableau le plus funeste? Oui, je commence par apporter aussi mon petit écho à la question que vous avez posée à Laurent Berger sur la tentation autoritaire et tout ça. Moi, ça me fait beaucoup penser à cet auteur qui s'appelle Karl Polanyi, qui a écrit La Grande Transformation, et qui nous dit en gros que c'est parce qu'on a laissé se déployer le marché autorégulateur sans aucune limite, qui a détruit les sociétés, leur manière traditionnelle de vivre. C'est pour ça qu'il y a eu des réactions très fortes, et notamment les fascismes au XXe siècle, parce que la société a essayé de se protéger. Je me demande si on n'est pas exactement dans la même configuration, c'est-à-dire qu'on a eu quand même une attaque de la globalisation, du néolibéralisme absolument fantastique sur nos sociétés. Depuis les années 80, on nous a dit ça va être la globalisation heureuse. Donc, en fait, c'était la compétition de tous contre tous. On a laissé se faire sans les accompagner des restructurations énormes. On a laissé des gens être au chômage pendant des années. On a laissé surtout se développer des inégalités extraordinaires entre les gens, avec entre le 0,1% et les 10% des fossés absolument gigantesques. Et là, d'une certaine manière, on peut comprendre pourquoi la société a envie de se protéger contre cette vague incroyable. Voilà, du coup, je n'ai pas répondu, Denis, à votre question. Non, mais justement, je rebondis sur ce que vous dites. Je crois à peu près le même jour, ou un jour d'écart, on nous apprenait que d'ici la fin de l'année, il y aurait 1 million de pauvres supplémentaires en France. Ouais. Et là, on parle de pauvres, mais on ne parle pas des travailleurs pauvres. Et finalement, quasiment toutes les strates de la population vont être tournées vers le bas, vont aller vers le déclassement. Et donc, le même jour à peu près, le comité d'évaluation des réformes de la fiscalité nous apprenait que les réformes entreprises depuis 3 ans continuent d'enrichir les plus riches. Il y a comme un bug en matière de redistribution en France, d'équité, de justice. Que peut-on y faire aujourd'hui? Et est-ce qu'il n'est pas trop tard, justement? Je pense que c'est plus qu'un bug, c'est un véritable scandale. Et on comprend que des gens qui ont du mal à joindre les deux bouts, quand ils entendent les rémunérations d'un Carlos Ghosn, d'un Jeff Bezos, on nous a dit qu'il avait gagné 76 milliards de plus, là, juste avec la crise. Enfin, ce sont des chiffres qu'on ne comprend plus de toute façon. Voilà. On comprend, on est en empathie avec ceux qui disent que c'est insupportable. Donc moi, je pense qu'il faut remettre un petit peu de morale là-dedans. Notre société va exploser sous ces inégalités, d'autant qu'avec les réseaux sociaux et toutes ces nouvelles technologies de l'information, on voit très vite ce qui se passe chez le voisin, y compris dans les plus hautes classes. Et donc, ça exacerbe l'envie, les tensions dont on connaissait déjà les méfaits. Adam Smith racontait ça très bien, ou Thorsten Veblen, plein de sociologues ont dit que, attention, l'envie, c'est quelque chose qui détruit la société. Donc, je ne pense pas qu'il soit trop tard. Je pense qu'il faut absolument que l'on prenne des mesures pour limiter l'accroissement des patrimoines. Dès 2018, tout récemment, l'INSEE nous a dit que c'est dès 2018 que les inégalités et la pauvreté avaient augmenté. Donc avec les réformes qui ont été mises en place dès 2017 de 2018. Donc moi je dirais prendre des mesures radicales pour limiter cet accroissement des patrimoines, faire une taxe sur l'héritage, dont on parle quand même depuis très longtemps, mais je crois que le président de la République y est opposé, inventer une nouvelle tranche d'imposition sur les hauts revenus et resserrer l'échelle des salaires au sein des entreprises entre les dirigeants et les plus bas salaires. Laurent, est-ce qu'au sein des troupes de la CFDT, vous
relever justement que ce malaise, ce mal-être, cette incompréhension des inégalités, des nouvelles fractures, parce qu'on voit des nouvelles fractures naître depuis le début de la pandémie ou une exacerbation de fractures existantes, est-ce que vous sentez que ce malaise pourrait prendre d'autres formes que la seule contestation dans des manifestations, que la seule contestation dite démocratique? Est-ce que vous avez peur de cela? Non, pas dans les troupes CFDT, pour reprendre votre expression. Moi, je crois qu'il faut se garder de tout risque, de deux risques. C'est d'abord de dire que, évidemment, tout irait bien. Et le deuxième, c'est de se dire que tout serait noir, tout serait négatif. Rien ne fonctionnerait et qu'on vivrait finalement dans un pays terrible ou rien. C'est pas vrai non plus. Euh, et donc, moi, je fais le distinguo entre, par exemple, dans la période, des salariés sont dans des secteurs où on a négocié de bonnes couvertures sociales, de bonnes conventions collectives, dans des secteurs heureusement pas touchés par l'impact économique, et c'est notre plus grande fédération, qui sont dans les secteurs des services, qui étaient ces travailleurs en première ligne et qui ont vu qui ont des rémunérations extrêmement faibles, qui ont fait face pendant la crise sanitaire et qui continuent de le faire et qui ne voient pas forcément beaucoup d'horizons. Vous voyez, il faut serrer les choses pour pouvoir agir dessus. On n'entraînera personne en disant que tout est foutu et que rien ne fonctionne. Ce dont on a besoin, c'est de regarder où sont les priorités. Et la priorité, c'est clairement sur le champ du social, la lutte contre les inégalités. Et ça veut dire, y compris pour un syndicaliste comme moi, d'être capable de dire, bah oui, la priorité, c'est qui en ce moment? Ce sont les plus précaires, dont le nombre augmente. Ce sont les jeunes qui payent un lourd tribut à cette crise sanitaire. Ce sont les travailleurs freelance, indépendants, mais dépendants économiquement, qui souffrent énormément, qui sont venus grossir. D'ailleurs, pour beaucoup d'entre eux, les distributions alimentaires, les salariés des petites entreprises, les patrons de petites entreprises parfois. Et voilà. Et donc, il faut serrer où sont les priorités. On parle beaucoup des questions d'emploi, par exemple. Le plus grand plan social de notre pays, c'est pas le nom des entreprises qu'on entend à la radio. Le plus grand plan social en ce moment, ce sont toutes ces petites entreprises qui se séparent de leurs salariés parce que elles sont en difficulté, même si il y a eu beaucoup de faits depuis mars sur le soutien à l'économie, le soutien aux entreprises, etc. Donc, ouais, vous savez, la vraie question, c'est pas de se dire que rien ne fonctionnerait et qu'il faudrait. Moi, je ne crois pas au grand soir. Le grand soir, c'est souvent un matin un peu triste. Je crois plutôt à un changement radical en termes de perspective. Et pour ça, ça va être quoi les deux choix à faire en sortant de cette crise? En tout cas, à faire maintenant. Il y en a un, c'est le partage de la richesse, la redistribution. Et là, Dominique l'a dit, il y a un outil qui s'appelle la fiscalité. C'est pas un outil magique. Ça ne suffit pas. Par exemple, à l'intérieur des entreprises, le partage de la valeur, c'est quelque chose qui est intra-entreprise, c'est-à-dire sur la valeur créée, et qu'effectivement, en termes d'écart de rémunération, il y a beaucoup à faire, beaucoup à réguler. Donc, la question de la redistribution, du partage de la richesse, c'est absolument nécessaire. Et dedans, il doit y avoir une part non négligeable consacrée à la solidarité. C'est un choix de société. On n'est pas obligé. On n'est pas obligé de considérer qu'une société se grandit quand elle s'occupe davantage des plus en difficulté que des autres. Moi, c'est ce que je pense en tout cas. Une société se grandit. Le deuxième élément, c'est le partage du pouvoir. Dans cette période, je crois qu'il faut qu'on recroie à l'émancipation individuelle et collective, c'est-à-dire à participer aux choix qui nous concernent. Et je crois que c'est vrai dans la société comme c'est vrai dans l'entreprise. On progressera demain si on est capable de redistribuer de la responsabilité et du pouvoir. Laurent, est-ce que vous pensez justement, on parle de démocratie, et bien sûr, il y a un terrain sur lequel, d'ailleurs, auquel l'un et l'autre est très sensible, c'est la démocratie en entreprise, vous l'évoquez à l'instant. Est-ce que plus que jamais, l'entreprise pourrait être finalement un terrain d'innovation, d'expérimentation en termes de démocratie qui pourrait nous servir à plus grande échelle? Dominique. Oui, la réponse est oui, bien sûr. Je pensais en écoutant Laurent Berger à cette proposition qu'a faite Dominique Potier de resserrer l'échelle des salaires, donc Dominique Potier, un député socialiste avec le groupe socialiste, de resserrer l'échelle des salaires à l'intérieur des entreprises de 1 à 12. 12, c'est déjà pas mal, ça fait 14 000 €, c'est bien. Voilà, de ramener ça par un dispositif assez simple. Et oui, bien sûr que la démocratie en entreprise, ça peut être vraiment
une manière de tout changer, je dirais. D'où le titre du manifeste travail qu'on publie avec mes camarades, qui s'appelle « Démocratiser, démarchandiser, dépolluer », parce que nous pensons que les trois se tiennent. Et donc, nous formulons une proposition qui quand même me semble révolutionnaire et qui est inspirée de notre analyse de ce qui s'est passé pendant le confinement, c'est-à-dire qu'on a vu que la société ne pouvait pas fonctionner sans les travailleurs et qu'en plus c'était les travailleurs en première ligne, souvent les plus déconsidérés, les plus mal payés, des femmes qui nous avaient permis de continuer à vivre. Et donc ce que nous disons, c'est, fort de cette constatation, nous devons accorder à ces travailleurs, à tous les travailleurs à l'intérieur de l'entreprise, le même pouvoir que celui qui est détenu par les apporteurs de capitaux. Les apporteurs de travail, les investisseurs en travail doivent avoir la même participation aux grandes décisions stratégiques des entreprises que les apporteurs de capitaux. Alors, je sais bien que Laurent Berger soutient aussi cette proposition. Elle est révolutionnaire. Je pense qu'il faut... Là, on est vraiment dans un excellent moment pour la pousser, parce que je pense que de surcroît, cette démocratie dans l'entreprise, elle va nous permettre d'aller plus vite sur d'autres sujets. Par exemple, l'accompagnement des restructurations ou des reconversions qu'on aura à faire avec la transition écologique et donc la dépollution de notre société. Laurent, aux mesures, aux idées que propose Dominique, quelles sont celles qui, à vos yeux, pourraient être complémentaires justement et nous permettre de réformer cette démocratie en entreprise? C'est un sujet sur lequel la CFDT est engagée depuis toujours et sur lequel on a un peu progressé. On n'a pas souvent été soutenu d'ailleurs quand on a progressé sur, par exemple, l'entrée des salariés dans les conseils d'administration des grandes entreprises. Je rappelle qu'avant 2013, il y a un accord signé par la CFDT, il n'y avait pas de représentants, en tout cas, il y en avait dans très très peu d'entreprises, des représentants des conseils d'administration. On n'est pas au bout de l'histoire, mais vous savez, moi je préfère les petits pas que les promesses de moments qui n'arrivent jamais. On a commencé là-dessus. Moi, ce pourquoi je plaide, c'est ce que j'appelle une codétermination à la française. Ça veut dire quoi? C'est 3 éléments. Le premier, c'est la participation des salariés de la partie constituante du travail à la gouvernance de l'entreprise. Il y a 2 parties constituantes dans une entreprise, il y a le capital et le travail, et il y a aussi beaucoup de parties prenantes extérieures dont il faut tenir compte, mais ces 2 parties constituantes doivent être dans l'instance de gouvernance et faire les grands choix stratégiques. Le deuxième élément, c'est un dialogue social beaucoup plus performant sur les conditions de travail. Jamais oublier que le contrat de travail reste toujours un contrat déséquilibré et que pour cela, il faut le rééquilibrer avec du dialogue social entre les représentants des travailleurs et la direction. Le troisième élément, c'est davantage de considération sur le travail réel et un pouvoir d'intervention, d'expression des salariés sur la façon dont ils exercent leur travail et ils le vivent pour qu'on puisse s'en servir pour améliorer les process de production, mais aussi répondre davantage à leurs exigences de qualité de vie au travail. Moi, je crois que la démocratie sociale dans l'entreprise, elle est encore à construire. Elle pourrait nous enseigner sur la démocratie plus large, mais il y a aussi dans la démocratie politique, dans la démocratie citoyenne, des ferments, des expérimentations dont il faudrait se servir, notamment à l'échelle locale, pour faire émerger ça plus globalement. Mais ce qui est sûr, c'est que le lieu de travail est un vrai lieu d'expérience démocratique si on veut bien se donner ces 3 éléments d'intervention. Alors, il y a un sujet qui questionne la démocratie en entreprise, c'est le travail, et notamment le télétravail. Et j'aimerais qu'on s'y arrête quelques instants parce que c'est assez important, bien évidemment, ça concerne tout le monde. Ce télétravail a été très vite monté au pinacle et certaines entreprises dans les services comme les grands cabinets d'audit, dans les nouvelles technologies aussi comme Twitter, mais aussi dans l'industrie comme PSA, s'en enorgueillissent. Or, la réalité est nettement plus controversée. Le travail peut être source d'épanouissement, bien sûr, c'est incontestable, mais il est source aussi d'inégalités dans l'accès et l'éligibilité. Les conditions dans lesquelles on l'exerce peuvent user et même aliéner. Il interroge les leviers d'appartenance, de reconnaissance et de confiance. Il fait même naître des fractures dans l'entreprise. Et la liste n'est pas exhaustive. On peut notamment s'interroger sur les moyens de faire encore communauté de travail et communauté humaine lorsqu'un corps social est éclaté dans le temps et dans l'espace. Au final, on voit bien, c'est le sens même du travail qui est en jeu. Dominique, comment vous interprétez justement ce phénomène
qui peut-être est en train de nous dépasser presque sur la notion du sens du travail? Le télétravail, c'est vrai, exerce en ce moment une influence très forte sur ce que va être le travail dans l'avenir. Moi, je suis frappée d'abord par la diversité des manières de télétravailler. Alors, il y a une très belle enquête qui vient, dont les résultats viennent de sortir, l'enquête Coconel de l'INED, qui nous montre comment les gens ont vécu le confinement et notamment le télétravail. Et on voit que ça a été extrêmement diversifié selon les configurations familiales. Est-ce que vous aviez des petits-enfants dont il fallait que vous vous occupiez ou pas, mais aussi selon le sexe. Et par exemple, cette enquête, elle nous montre que si un quart des femmes cadres avaient une pièce dédiée pour télétravailler, c'était le cas de 47% des hommes cadres. Donc une différence absolument quand même fantastique, donc qui attire notre attention sur la grande diversité des manières de télétravailler. Mais, alors là, je vais être un peu... Je suis d'accord avec Laurent Berger quand il dit qu'il ne faut pas faire tout blanc, tout noir. Mais là, tout d'un coup, en réfléchissant sur cette question, je me demande si on risque pas d'aller vers quand même une très forte détérioration. Qu'est-ce que je veux dire? Imaginons des entreprises qui passent à beaucoup de jours de télétravail. 4 jours de télétravail, par exemple. PSA a annoncé qu'il ne demanderait plus à ses salariés de venir 15 jours ou 1 jour et demi par semaine. Ça va permettre à ces entreprises de liquider leurs bureaux et donc les salariés ne pourront plus jamais se retrouver tous ensemble. Ma crainte, c'est d'une part qu'on ait une polarisation entre ceux qui peuvent télétravailler et les autres. Les autres, ils vont se retrouver tout seuls dans l'entreprise. C'est quand même très dur. Et que de surcroît, on ait la possibilité comme ça d'une forme d'individualisation, de tâcheronisation du travail. C'est-à-dire que se rejoignent deux mouvements. Le mouvement qu'on constate depuis quelques années, de plateformisation du travail. Vous savez, ces plateformes de micro-tâches, où vous avez des plateformes qui envoient des tâches vers la foule. C'est le crowdworking, crowdsourcing. On envoie des tâches vers la foule, donc vers des gens qui sont derrière leur ordinateur, qui chopent une petite tâche et qui vont gagner 10 centimes pour faire cette petite tâche. Mais ça veut dire qu'avant, quelqu'un a divisé considérablement le travail pour l'envoyer comme ça en petits morceaux. Et ma crainte, c'est que on assiste avec le télétravail à une même plateformisation et tâcheronisation du travail, et qu'ensuite, eh bien, une fois que ce sera fait ça, qu'on ait une compétition mondiale qui s'organise. Pourquoi finalement ce serait le salarié de PSA qui continuerait à faire ce travail, alors qu'on peut, comme font les plateformes de micro-tâches, alors qu'un salarié indien, d'Amérique du Sud, pourra prétendre à faire la tâche mieux et de façon moins coûteuse. Laurent, sur cette question, justement, la CFDT est une confédération de fédérations de métiers, d'activités. Certaines fédérations sont totalement éligibles au télétravail, d'autres absolument pas. Et donc, vous vous retrouvez finalement au cœur de tous les enjeux du télétravail, y compris ceux qu'évoquait Dominique, notamment de coexistence entre ceux qui pourront travailler en télétravail et les autres. Quel point de vigilance en particulier voulez-vous peut-être relever avec nous? Voilà, parce qu'on sent qu'aujourd'hui, il est extrêmement important de rappeler que le télétravail n'est pas la panacée et que le télétravail peut exposer une société entière, d'ailleurs, quelque part à l'indicible. On l'a évoqué ce matin, d'ailleurs, avec Boris Cyrulnik. Laurent. Moi, je vous ai dit tout à l'heure que je pensais qu'il fallait prendre les sujets dans leur complexité. Le télétravail, est un exemple de cette complexité. Pour deux raisons. D'abord parce que c'est traversé d'énormément de paradoxes au sein du salariat. Il y a des salariés qui voudraient télétravailler tout le temps et des salariés qui ne voudraient pas jamais télétravailler. Et évidemment, ça a à voir avec les conditions pour le faire, mais pas simplement. Et puis d'autre part, c'est parce que ça dit la façon dont certains conçoivent le travail. Je vais y revenir. Mais avant, je voudrais dire que sur la période de confinement, on n'était pas vraiment dans du télétravail. La période du confinement, on était dans du travail à la maison. J'ai coutume de dire qu'il y a beaucoup de salariés qui n'ont pas travaillé à la maison, qui ont plutôt dormi dans leur bureau. Ce que je veux dire par là, c'est que les conditions étaient, comme l'a dit Dominique, extrêmement diverses, qu'il y a eu une grande inégalité
à l'égard des femmes pendant ce confinement, des femmes qui travaillaient, et puis qu'on était dans des conditions particulières avec les enfants, et donc que c'était extrêmement particulier. Et pour moi, c'est pas ça le télétravail. Le télétravail, c'est la possibilité à certains moments de le faire chez soi ou dans un espace de coworking, des tâches, d'exercer son métier. Mais je suis opposé de la même manière à du télétravail à 100%. Et vous savez que la dernière fois que j'ai dit ça sur une antenne radio, je me suis pris une volée de bois vert de tout un tas de salariés qui m'ont dit « mais de quoi tu parles? On a le droit de pouvoir travailler à 100% chez soi, etc. » Moi, je vais vous dire pourquoi je ne crois pas que ce soit une bonne option, même si je suis pour le télétravail, en partie. C'est pas une bonne option parce que le travail, l'épanouissement au travail, c'est pas l'addition de compétences individuelles. Le travail, c'est aussi l'exercice d'une compétence collective qui se construit à travers de la coopération, de la coordination, du lien social, du frottement, comme j'aime bien le dire, entre des gens qui ont besoin, à des moments prévus pour, mais aussi à des moments un peu annexes, où on boit un café ou autre, de s'enrichir mutuellement. Et donc, on a besoin de ces espaces de coopération, de coordination, de lien. Donc, moi, je ne suis pas pour le télétravail à 100%. Pour autant, il y a une vraie aspiration, notamment dans certaines villes, dans certaines grosses agglomérations, où le télétravail permet de gagner du temps de transport, d'articuler mieux sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Mais ça demande quoi? Ça demande de la régulation. Et la régulation, elle s'exerce comment? Pas simplement parce qu'on serait quelques-uns à mettre des règles, mais à travers le dialogue social. Et c'est ce qu'on essaye de faire au travers d'une négociation interprofessionnelle, de dire voilà quels sujets doivent être traités lorsqu'on négocie du télétravail dans une entreprise. Moi, je souhaite qu'il n'y ait pas de possibilité de télétravail si on ne l'a pas négocié. Si on n'a pas négocié les conditions de recours, le volontariat, la réversibilité, la possibilité de mesurer sa charge de travail, la formation des managers, parce qu'on ne manage pas de la même manière à distance qu'en présentiel. Donc, il faut approfondir ce que peut être ce télétravail. Mais je crois aussi qu'on ne reviendra pas à un travail en présentiel en permanence pour tout le monde. Ça pose une question que vous avez posée, qui est la différence entre ce qu'on appelle improprement l'école bleue et l'école blanc. Donc là, il faut regarder, parce que tout n'est pas télétravaillable, toutes les fonctions, toutes les tâches ne sont pas télétravaillables, comment on opère. Mais encore une fois, à PSA, la CFDT était opposée. Lorsque c'est pour généraliser le télétravail de façon extrêmement majoritaire, et je parle hors crise sanitaire, pour le mettre pour mettre 4 jours et demi ou 4 jours de télétravail par semaine, je pense que c'est pas le bon choix. Mais ce sont les salariés dans chaque secteur professionnel, dans chaque entreprise, qui doivent, par la négociation, pouvoir en décider les conditions. Parmi les manifestations à redouter peut-être, il y a celle de la valeur du travail. Ce matin, avec Aurélien Barraud, on évoquait le fait que la pandémie nous oblige aujourd'hui à reconsidérer l'éventail de nos valeurs. Et il y a un livre qui vient de sortir, écrit par deux philosophes, Gérard Amissel et Amine Boukerche, dont le titre est assez évocateur, « Autopsie de la valeur travail ». Alors, il ne s'agit pas de publier un avis de décès, bien sûr, de la valeur travail, mais celle-ci, s'il y avait justement cette généralisation incontrôlée du télétravail, est-ce que cela pourrait accoucher justement d'une remise en question de la valeur travail au sein de la société? Ça fait longtemps qu'on parle de cette fameuse valeur travail. Moi, en 1995, j'avais écrit un livre intitulé « Le travail, une valeur en voie de disparition », sans point d'interrogation. Ça fait un... Sans point d'interrogation. Sans point d'interrogation, ouais. J'avais eu vraiment tort. Je l'ai republié plus tard en poche avec un point d'interrogation. Mais du coup, on a vu un débat très fort parce qu'il y avait à la fois des gens qui trouvaient que le travail prenait trop de place dans nos vies et avec des conditions de travail difficiles, et d'autres qui pensaient que le travail, c'était ce qu'il y avait de plus structurant. Et d'ailleurs, alors plus tard, quand je suis devenue sociologue, j'ai fait des enquêtes, parce que je me disais... Mais, voilà, qu'est-ce qu'ils en pensent, les gens? Donc, on a fait des grosses enquêtes, puis on a exploité des enquêtes nationales dans plusieurs pays européens, et on s'est aperçu qu'en France, encore plus qu'ailleurs, les gens étaient énormément attachés au travail. Et les jeunes aussi. On avait fait cette enquête en Europe parce qu'on voulait mettre à l'épreuve cette idée que les jeunes ne seraient plus attachés au travail. Vous savez, on disait, les jeunes sont matérialistes, ils travaillent moins bien que les autres. Non, ils sont encore plus attachés au travail, les jeunes, que les autres générations. Ils ont des attentes, en quelque sorte, encore plus intenses. Alors, est-ce que cette crise
peut remettre en cause le travail et bouleverser la valeur travail. Oui, et cette valeur travail, elle est quand même très souvent attaquée. Souvenez-vous, avec toutes les thèses qui sont sorties sur l'automatisation dans les années 2000-2010, où on nous a dit que tous les emplois allaient être supprimés. Vous savez, il y a eu cet article de chercheurs d'Oxford, Frey et Osborne, qui nous disait la moitié des emplois vont être supprimés aux États-Unis dans les 10 ans à cause de l'automatisation. Puis cette enquête, elle a été recopiée dans tous les pays. Elle a eu un effet anxiogène absolument épouvantable. Et on s'est dit, voilà, c'est la fin du travail. C'est-à-dire, ce que disait Rifkin en 95, la fin du travail, c'est vrai, c'est arrivé. Et disait un certain nombre de personnes, c'est une bonne nouvelle parce que on va mettre en place un revenu universel et puis on va très bien se débrouiller comme ça. Non, moi, mon idéal, ce serait, alors vous allez voir, c'est tout à fait nuancé comme celui de Laurent Berger. Mon idéal, c'est que chacun dans notre société accède à la gamme diversifiée des activités humaines, que chacun accède au travail, parce que c'est extrêmement important, mais que chacun accède également aux activités politiques, familiales, amoureuses, amicales. Donc on a des temps pour cela. Et dans les enquêtes que nous avons faites, c'est ce qui revenait le plus souvent, une convergence des plus jeunes et des plus vieux et des deux sexes, ça c'est très important, vers une place du travail importante, mais ne prenant pas le tout de la vie. J'aimerais qu'on parle d'une famille de travailleurs, une communauté de femmes et d'hommes qui est aux premières loges de la dévastation. Or, bien peu de voix s'élèvent pour comprendre leur détresse, qui prend la forme de faillite, de divorce, de dépression et même de suicide. Cette communauté est celle des entrepreneurs. Pourquoi chez les professionnels des sciences sociales, pourquoi aussi au sein des organisations syndicales, si peu est exprimé en leur faveur ? Parce que notre société est une société salariale, où le salariat est devenu très très important, et aussi, me semble-t-il, parce qu'un certain nombre de chercheurs nous ont présenté l'entrepreneur sous un mauvais jour. Souvenez-vous de Milton Friedman, qui disait que l'entreprise, et donc l'entrepreneur, sa seule mission, c'est de faire du profit. Le reste, on s'en fiche. Donc voilà, on se trimballe cette image-là de l'entrepreneur, alors que les vrais entrepreneurs font beaucoup d'autres choses. Ce sont des gens qui lancent des projets, qui souvent consacrent toute leur vie à ce projet, s'entourent de salariés et sont plutôt, je dirais, des chefs d'orchestre. Et j'ai envie de reboucler avec ce qu'on disait tout à l'heure. Il me semble que la figure aujourd'hui de l'entrepreneur, du bon entrepreneur, je dirais, c'est celui qui est un chef d'orchestre et qui porte son projet avec ses salariés et pas contre ses salariés. Laurent, est-ce que la responsabilité d'un syndicat comme la CFDT n'est pas justement d'entendre la voix de cette détresse des entrepreneurs ? Je vais y répondre, mais je voudrais revenir sur le travail. Moi, je partage assez l'idée que le travail, c'est extrêmement structurant pour tout un tas de citoyens. Et d'ailleurs, ça m'a toujours fait rigoler quand ceux qui parlaient de la fin du travail étaient ceux qui consacraient la majeure partie de leur vie pour expliquer que les autres devraient s'en passer. C'est un facteur d'émancipation, de lien social, de reconnaissance, de sens, à condition qu'on sache articuler les temps, qu'on soit reconnu pour ce qu'on fait et qu'on soit pas méprisé. J'insiste là-dessus parce que vous savez, moi je suis marqué venant d'une fédération de gens qui exercent des métiers peu reconnus socialement. Lorsqu'ils parlent de leur métier, ils sont extrêmement fiers. En règle générale, à condition qu'ils puissent l'exercer en ayant recours à leur idée, leur façon de faire, et qu'ils soient reconnus. Sur les entrepreneurs, c'est pas vrai. Moi, j'ai tout de suite dit, vous savez, c'était ce fameux débat d'un Premier ministre à l'université du MEDEF qui dit j'aime l'entreprise, et toutes les radios, toutes les télés, c'était comment. Et moi, je me rappelle, on m'avait posé la question, et je dis oui, bien sûr. Demandez aux salariés, ils aiment leur entreprise. À une seule condition, c'est qu'elle soit juste, qu'elle répartisse la richesse. Et donc, les entrepreneurs, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, la CFDT n'est plus simplement un syndicat de salariés. C'est aussi, depuis maintenant quelques mois, un syndicat de travailleurs indépendants qui sont des entrepreneurs aussi. On a créé une plateforme revendicative qui s'appelle l'Union. On a des collaborations avec des unions d'auto-entrepreneurs parce qu'ils ont aussi des problématiques de répartition de la valeur créée, ils ont des problématiques de protection sociale, de conditions de travail. Donc, beaucoup d'entreprises souffrent de quelques grandes entreprises.
y compris beaucoup de patrons souffrent, et j'en connais qui sont sans doute dans votre salle, parfois souffrent de l'image qui est renvoyée de ce qu'est un patron par des sommes exorbitantes en termes de rémunération, de parachutes dorés, etc. Moi, c'est pas ce que je pense aujourd'hui des entrepreneurs, ni même des patrons. Je pense que pour beaucoup d'entre eux, ils ont, comme l'a dit Dominique, l'envie de développer. Bon, on vous a perdu, Laurent. Le travail et donc s'investir dans le capital social. On n'est pas dans la guerre, on n'est pas dans la guerre idéologique, mais on est dans des espaces de co-construction. L'entreprise peut permettre ça. Pour finir, dernière partie de notre échange, j'aimerais qu'on parle d'un sujet majeur. On l'a légèrement abordé, mais j'aimerais qu'on rentre dans les détails. C'est bien sûr ce qui fait articulation entre transformation écologique et justice sociale. C'est un thème qui vous est très cher à tous les deux, mais à l'accomplissement duquel, en revanche, les voies et les méthodes que vous proposez peut-être ne font pas congruence. Vous allez nous le dire. Comment, à quel rythme, avec quels moyens, avec quel support peut-on mener de front cette transition écologique avec de la justice sociale? Dominique. Regardez là. D'accord. Avec quels moyens et à quel rythme? Il me semble qu'il faut aller très vite, qu'il faut consentir un investissement massif. J'ai dit les sommes tout à l'heure qui paraissent astronomiques, mais qui sont nécessaires pour vraiment rebâtir complètement notre économie. Parce que si on veut une économie décarbonée, il faut tout repenser. Donc, un investissement massif, 20 milliards par an pendant 20 ans, 10 ou 20 ans. Pour faire quoi? Pour faire la rénovation thermique des bâtiments. C'est extrêmement coûteux et ça pose des tas de questions. Où est-ce qu'on l'a fait? Comment on l'a fait? Est-ce qu'on l'a fait sur place? Est-ce qu'on rénove tous les bâtiments existants, y compris ceux qui sont complètement branlants et ça ne vaut pas le coup? Ou bien est-ce qu'on en profite pour repenser tout l'aménagement du territoire, pour regonfler, renforcer nos petites villes, celles qui ont perdu leur centre. Voilà, là, il y a d'énormes chantiers. Et aussi pour développer les transports, nos infrastructures, le verdissement des procédés industriels, etc. Donc, un investissement massif et en même temps des pratiques de sobriété. Moi, je suis séduite par le scénario Négawatt, Négawatt dont la thèse principale consiste à dire que moins on produit de watts, mieux c'est. Et donc, il y a une possibilité de sobriété, d'économiser l'énergie avec de la sobriété et aussi avec de l'efficacité. Voilà, donc aller vite, consentir un investissement massif et organiser évidemment au sein de l'Europe autant qu'on peut des coopérations. Je crois qu'on a besoin là de l'aide à la fois des grandes banques, de la BCE et d'une coordination entre les différents pays. Et ma grande crainte, évidemment, c'est que si jamais Donald Trump repasse et continue à s'asseoir sur l'accord de Paris, eh bien que les efforts demandés aux Français ou aux Européens apparaissent inutiles et que donc on ait un renoncement collectif à ce qui pourtant me semble absolument nécessaire. Laurent, pour vous permettre de répondre, une question finalement, mais la question je la pose également à Dominique d'ailleurs, le plan de relance, les 100 milliards, et le plan de relance européen, 750 milliards, auquel est fortement conditionné justement l'enjeu de la transition écologique, c'est quand même une sacrée victoire. Oui, en tout cas, c'est une bonne réponse. En tout cas, au niveau européen, pour m'être beaucoup investi sur le sujet, oui, c'est une victoire parce que l'Europe aurait pu réagir comme en 2008-2009 à faire du chacun pour soi. Je crois qu'on a besoin de quoi? On a besoin d'investissements massifs. Pour ça, moi, je soutiens par exemple le pacte finance-climat au niveau européen qui investit énormément. Je soutiens le Green Deal et dans le plan de relance européen, il y a eu quelques pays qui ont voulu amoindrir l'investissement dans la transition verte. Donc, il y a besoin d'investissements massifs. Il y a besoin aussi, si on veut le faire, d'être beaucoup plus clair sur le fait qu'on veut protéger. Protéger les travailleurs, protéger les citoyens, donc en ayant une protection sociale plus inclusive, un salaire minimum, par exemple en Europe, voilà, et qu'on ait besoin de répartir les efforts à travers une fiscalité plus juste. Et puis, moi, je croire que tout va changer du jour au lendemain, mais qu'on suive le bon chemin, c'est de considérer que tout ne viendra pas d'en haut. Tout ne se décidera pas ailleurs.
ailleurs, c'est-à-dire ailleurs que sa propre personne ou sa propre communauté de travail, de citoyens, etc. Il faut faire vivre les solidarités là où on est. Il faut avoir confiance dans les collectivités territoriales. Il faut être des colibris là où on est, là où on vit, pour que chacun fasse sa petite part en termes de solidarité, en termes de transition écologique. On a besoin à la fois de politiques macroéconomiques au niveau européen, au niveau national, et on a besoin aussi d'être les uns et les autres des citoyens engagés, acteurs de ces transitions. Et à ces conditions-là, si on est capable de fixer l'horizon de progrès, de considérer les étapes pour y parvenir, lance en étant un, qu'il faut souligner, je le souligne, eh bien, on pourra aller vers cet horizon de progrès qu'on appelle, en tout cas que j'appelle de mes voeux. Vous parlez de porter du soin aux plus précaires, de l'attention aux plus fragiles. À la faveur du confinement, on a vécu, on a ressenti un élan de solidarité, même de fraternité, avec le fameux care dont on a beaucoup parlé, hein, prendre soin de l'autre. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui, Dominique? À l'époque, on aurait pu croire, enfin on a tous écrit sur le monde d'après, et à l'époque, on aurait pu croire qu'on allait marquer notre considération pour ces personnes qui avaient pris tant de risques et qui avaient permis aux autres de vivre, et notamment à ces fameux métiers du soin, dont une enquête britannique, une enquête que nous ne pouvons pas faire en France parce qu'il n'y a pas la profession qui est marquée sur les certificats de décès, mais on peut le faire au Royaume-Uni, et au Royaume-Uni, ils ont montré que ces métiers du care, c'était les premiers qui avaient connu, c'était le plus fort taux de surmortalité dû au Covid, parce que c'est des gens qui avaient été sans masque pour aider nos anciens à continuer à vivre pendant cette pandémie. Donc j'ai complètement oublié la question que vous me posiez en parlant de... On parlait justement, je veux savoir ce qui, d'après vous, reste aujourd'hui ou déjà n'est plus resté de cette espérance finalement qu'on a tous partagée. Bien sûr, et donc on aurait pu espérer que toutes ces professions qui se sont portées, qui sont devenues ce qu'on appelle les key workers, les travailleurs essentiels, qu'elles seraient récompensées, et notamment qu'on reverrait leur rémunération, c'est-à-dire qu'on resserrerait un peu cette énorme béance entre la hiérarchie, je dirais, de la reconnaissance sociale, de la considération, du prestige, et la hiérarchie des rémunérations, qui est absolument l'inverse. Or, ça ne s'est pas du tout passé. Donc, en effet, c'est une énorme déception à la sortie. Alors, il y a eu des choses qui ont été entreprises pour les soignants, pour les personnels non médicaux et médicaux de l'hôpital, avec cet investissement consenti de 7 ou 8 milliards. Mais je crois qu'il faut entendre aussi le cri des soignants qui disent que ça ne suffit pas, qu'on n'a pas pris les bonnes mesures, qu'il aurait fallu, pendant le temps du confinement, augmenter le nombre de lits de réanimation et consentir un vrai investissement, je dirais, encore plus massif. Dire, tant qu'on y est, hein, maintenant qu'on nous a d'abord dit qu'il n'y avait pas d'argent magique, mais maintenant on s'aperçoit qu'il y a des dizaines de milliards qui sont déversés sur notre société. Et là, je pense qu'il faut absolument les mettre, ces milliards, sur la santé, parce que c'est ça qui va permettre à nos sociétés d'être résilientes. Hein. On a vu que c'était les comorbidités qui avaient beaucoup entraîné les taux de mortalité du Covid. Et ces comorbidités, le diabète, l'hypertension, c'est souvent dû à des mauvaises conditions de vie, à des logements exigus, à une mauvaise alimentation, à un renoncement aux soins. Donc investir dans la santé, mettre de l'argent là-dedans, c'est un excellent investissement à la fois pour réparer, mais aussi pour prévenir, pour à l'avenir que ça se passe mieux. Et donc voilà, il y a eu un petit effort fait en faveur des soignants, à mon avis radicalement insuffisant. D'ailleurs, on a aujourd'hui des soignants qui commencent à dire que le projet de loi de finances sur la sécurité sociale là, nous montre des chiffres qui ne vont pas du tout. Mais on n'a rien fait pour toutes ces autres personnes qui ont été tellement utiles. On aurait pu faire des choses. Par exemple, il y a une proposition qui depuis longtemps est portée par des chercheuses, qui est de revoir les classifications, notamment les classifications pour les métiers féminins, dont on sait très bien qu'ils incorporent des prénotions. Par exemple, l'idée que ce que font les femmes, c'est moins difficile que ce que font les hommes, comment dirais-je, difficulté constante, et donc il faudrait revoir ces classifications pour augmenter leur rémunération. Laurent,
Un mot sur cette question justement absolument centrale de la Les reconnaissance. les seuls salariés et travailleurs de première ligne, c'est quand même les soignants et les personnels de l'hôpital public. Je souscris pas, je suis pas d'accord avec Dominique quand elle dit c'est pas grand chose finalement ce qui a été fait. C'est pas vrai. Je veux dire, lorsque dès le mois d'octobre vous avez 80 € et vous allez aller jusqu'à 180 € de plus dès janvier prochain pour des personnels hospitaliers, je peux vous assurer que ça pèse énormément. Et c'est quand même ça. Est-ce que ça suffit à leur faire traverser une nouvelle vague? Évidemment non. Mais là, on touche à l'organisation du travail plus que à la reconnaissance individuelle. D'une certaine manière, on touche aux coupes qui ont été faits année après année. Mais le Ségur de la santé, c'est pas anecdotique. Faut pas. Moi, je me suis battu depuis des années pour que lorsque le plan hôpital 2022 est sorti, je me suis battu pour qu'il y ait 1 milliard de plus sur la rémunération des soignants. On en a eu 7 milliards à travers ce Ségur. D'ailleurs, de telle sorte que d'autres secteurs, je pense notamment au secteur social, tous ceux qui sont occupés, vous savez, de ceux qui sont les fragiles de nos sociétés, parce qu'ils subissent un handicap, parce ceux qui sont la jeunesse, l'enfance défavorisée, etc. Demain, avec la CFDT, se mobilisent pour dire nous aussi, on était là en première ligne, nous aussi on fait du soin et on n'est pas traité à travers ce Ségur. Voilà. Après, d'autres métiers, c'est-à-dire les de première ou deuxième ligne, comme on les a appelés, là, il y a effectivement, en termes de classification, de reconnaissance professionnelle, d'évolution à travers la formation, par exemple. Moi, j'ai fait une proposition qui n'a jamais été, pour l'instant, entendue, mais ces salariés qui, souvent, parfois, sont des femmes, sont des jeunes, et bien, pourquoi on leur donne pas un droit accru à la formation pour qu'ils puissent, le cas échéant, s'ils le souhaitent, évoluer professionnellement. Mais il faut également aussi de la reconnaissance professionnelle. On va payer très cher s'il y a une deuxième vague. Il y a une deuxième vague. On va payer très cher s'il y a des périodes de reconfinement. Besoin que ces travailleurs soient, de ne pas les avoir suffisamment considérés depuis, hormis, je le dis encore, le Ségur, même si ça va être très dur à l'hôpital, de ne pas les avoir assez considérés. Mais il n'est pas trop tard. Nous, on a interpellé le ministère du Travail. Il doit y avoir une discussion prochainement avec le patronat sur ce sujet. Il faut que dans les branches professionnelles, on aille vers des évolutions. Mais vous savez, je vais finir sur une autre note qui est un peu dissonante. Il faut aussi que ceux qui les ont beaucoup applaudis, beaucoup soutenus dans cette période à travers des applaudissements ou qu'on dit de belles paroles sur le sujet, individuellement se comportent bien. Ça veut dire quoi sur la question des soignants? Ça veut dire qu'il faut qu'on fasse très attention à nos comportements individuels dans les semaines à venir pour pas aller engorger les systèmes de santé. Je le dis parce que la situation est extrêmement préoccupante. Et le deuxième élément, c'est lorsqu'on ira à la caisse, eh bien qu'on soit pas avec notre téléphone à côté de nous, à téléphoner pendant que la personne nous sert ou passe nos produits à la caisse. Ce que je veux dire par là, la reconnaissance, elle passe par des espèces sonnantes et trébuchantes, par de la reconnaissance professionnelle, elle passe aussi par le regard de ceux et celles au service desquels ces personnes sont. Je crois que c'est tout ça qu'il faut avoir en tête si on veut changer radicalement la société. Des vrais choix collectifs, des vrais choix de nos gouvernants, mais il faut un vrai engagement personnel pour aller dans le sens du progrès. Dominique, pour conclure justement, si je rebondis sur ce que dit Laurent, l'enjeu c'est de se sentir responsable et responsable des autres. Est-ce que c'est ça finalement ? Oui, c'est pour ça qu'on parle de ce paradigme du prendre soin, en effet, qui devrait nous permettre de reconsidérer l'ensemble de nos rapports sociaux. Alors d'autres disent remettre l'humain au cœur. Enfin, tout ça, ça va bien dans la même direction, qu'il faut que nous rompions avec ce qui nous est arrivé depuis 30 ou 40 ans, c'est-à-dire cette idée que la concurrence, ça serait ce qu'il y aurait de mieux, que les services publics, ce serait pas bien, que les règles, ça serait trop lourd. Donc voilà, je crois qu'il faut qu'on regarde notre passé récent, avec un esprit critique qui va nous permettre de mieux avancer ensemble. Un grand merci à tous les deux, Dominique et Laurent. Merci. À très bientôt et merci. Merci beaucoup, Denis. Bonne fin de journée, bonne soirée. Merci.